Et on va continuer avec un ch'ti d'adoption. Il rêvait de devenir avocat ou chef d'orchestre. Eh bien, il est devenu passeur d'idées, bâtisseur. Et comme on dit, il a apporté sa pierre à l'édifice dans la construction du nouveau Lille avec un grand L. C'est vrai, militant du Grand Lille depuis la première heure, aux côtés de Bruno Bonduel au sein du comité Grand Lille, fondé en 1993. Il a osé, il ose toujours faire bouger les rangs et il nous a donné un sacré coup de main pour monter ce Osons la France ici à Lille. Applaudissements s'il vous plaît pour Maxence Brachet. Rebonjour Maxence et merci d'être là avec nous aussi. Alors je le disais, hein, vous osez bouger les rangs, ch'ti d'adoption. Vous êtes arrivé il y a longtemps dans le Nord ? Très exactement en 86, ça fait un bail. Je suis arrivé dans une région qui était un peu au bout de nulle part, avec une ville qui était près de la frontière, mais limitée par la frontière. Mais j'ai été complètement séduit dès ma première rencontre par le dynamisme des entrepreneurs que j'ai croisés dans une réunion à 7h30 du matin à la Maison des Professions à Marc-en-Barœul, ça s'appelle aujourd'hui Entreprises et Cités. Des gens formidables. André Mullier, fondateur du réseau Entreprendre, Jean-Pierre Guillon, grand patron de Entreprises et Cités. Je ne connaissais pas encore Bruno Bonduel, mais c'était des gens de cette espèce que j'ai croisés. Et ils ont trouvé le moyen de me proposer une réunion à 7h30. C'est pour dire que les gens d'ici se lèvent très tôt. On se lève tôt, on travaille tôt avec le sourire. Et parce que moi, personnellement aussi, comme je disais, je suis née à Lille et mon grand-père me disait toujours « l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ». Voilà, et donc c'est pareil, j'ai connu aussi ça. Et vous m'aviez dit justement, quand on s'est eu au téléphone, quelque chose qui m'a fait sourire et qui est vrai dans le Nord, c'est que quand vous êtes arrivé, vous ne connaissiez personne, mais vous n'avez pas passé un samedi soir chez vous. Pas un samedi soir à la maison pendant les 3 premiers mois, parce que tous les samedis, même tous les vendredis soirs, nous étions invités par des gens qui, autour de nous, étaient curieux de savoir ce que c'était que ces individus qui arrivaient de l'extérieur et qui n'avaient pas été mutés. Parce qu'à l'époque, quand on venait dans le Nord, on était muté. C'est d'ailleurs le terme asbrouqué, vous savez ce que ça veut dire. Bon. Eh bien, moi, en l'occurrence, je suis venu parce qu'on m'a proposé de venir et que les gens qui m'ont proposé de venir m'ont séduit. C'est bête, quoi. Eh bien, j'ai dû expliquer ça pendant 3 mois. Puis alors, je dois continuer de l'expliquer parce que j'ai raconté notre histoire dans d'autres régions françaises et de leur dire, mais on ne va pas forcément à Lille parce qu'on est muté. Voilà, ça ne se passe pas que comme dans les films. Juste aussi... Vous avez décidé de venir dans le Nord, vous y avez trouvé votre bonheur et vous avez pris votre place. Alors racontez-nous cette épopée du Grand Lille. Oh, l'épopée du Grand Lille, c'est un machin impossible. On a même appelé ça, c'est Hervé Serrex qui avait trouvé cette dénomination, un objet social non identifié. C'est-à-dire que cette initiative qui a été prise en gros à la fin des années 80, au début des années 90, en grande partie sous l'impulsion de Bruno Bonduel, que je salue parce qu'il est au premier rang à côté de moi, et également de Jean-Pierre Guillon, patron d'Entreprise des Cités, c'était de dire on va créer le lieu du décloisonnement et créer dans la métropole lilloise, au moment où les mutations sont absolument indispensables, le lieu de la rencontre et le lieu de la rencontre décloisonnée. C'est-à-dire, quelque part, on fait en sorte qu'on facilite la rencontre entre les acteurs de la cité, on leur demande une seule chose en entrant dans ce lieu qu'on a baptisé Cité des Échanges, le bien nommé, la bien nommée, on laisse les flingues et les casquettes au vestiaire. C'est-à-dire que clairement, lorsqu'on a exprimé quelque chose, eh bien on ne s'exprime pas en tant que Bonduel, qui à l'époque était président d'un groupe éponyme, mais on s'exprimait en tant que personnage impliqué dans la cité ou implicable. Et Pierre de Saint-Ignon, ben c'est Pierre de Saint-Ignon et c'est pas toutes ces casquettes. Voilà. Et vous avez essayé de vous avez relevé de grands défis aussi. Alors, vous êtes parti à Atlanta pour proposer les Jeux Olympiques ici à Lille. Ah oui, alors là, on a un peu pété les plombs. Mais c'est bien, on ose rêver, comme le disait Mercedes. Alors, c'était en juin 93. On était 7 à partir à Atlanta pour voir un petit peu comment les Américains s'y étaient pris pour lancer leur candidature olympique. Je dois avouer qu'on a pris une leçon de marketing. Alors là, franchement, on a même pris des baffes de ce côté-ci. Et nous, on s'est dit, on n'a pas les moyens des Américains, donc on va faire autrement. Et dans l'avion du retour qui nous ramenait à Bruxelles, et pas à Lille, eh bien, on a pensé que le groupe de réflexion, le think tank qu'on voulait monter, qui ne s'appelait pas encore le Comité Grand Lille, pourrait être, comment dirais-je, un lieu informel, déstructuré. Tenez-vous bien, le Comité Grand Lille, qui a été lancé en 1993, n'existe pas. Il n'y a pas de forme juridique au Comité Grand Lille.
et son président initial, Bruno, s'est autoproclamé président. C'est vachement pratique, ça. Et il a été, avec l'assentiment de tout le monde d'ailleurs, et il a été suivi ensuite par Jean-François Dutilleul, puis Philippe Vasseur. Donc, de facto, ce machin, qui n'existe pas, a été à l'origine d'un truc improbable, qui était une candidature pour les Jeux Olympiques de 2004. Alors, il faut passer une seconde sur cette histoire, parce qu'elle est complètement hallucinante. Il y avait une autre candidature en France pour les JO. Je vous laisse deviner laquelle. Moi, lyonnais d'origine, c'était Lyon. Bon. Et la bataille menée par les Lyonnais, ça a été une bataille terriblement dynamique, parce qu'il y avait dans l'équipe lyonnaise, pardonnez-moi du peu, Monsieur Barnier, qui avait Monsieur Killy, qui avait Monsieur Charles Millon, qui avait Monsieur Raymond Barre, et que nous étions là avec nos petites idées sur une bonne méthode pour proposer ce projet. Eh bien, il se trouve que dans la primaire française, la bataille a été remportée par Lille. Et ça a surpris absolument tout le monde. Le premier à être surpris était Pierre Mauroy, qui était au premier rang de la salle lorsque ces décisions étaient prises, qui avait tellement bidouillé son discours dans sa poche qu'il avait froissé son papier pour dire c'est pas possible, on a gagné, je m'y attendais pas. Bon, en plus, il n'a pas eu de discours à faire, donc c'est pas grave. Donc on a parlé de ça avec, j'allais dire, avec au début beaucoup de simplicité, puis ensuite beaucoup de sérieux, parce que si vous voyez ce que c'est qu'un document pré-olympique pour se présenter devant le CIO, c'est 1200 pages de boulot de dingue. Ça a permis au demeurant d'ailleurs de tracer par grands traits certains aspects de l'aménagement du territoire de la métropole lilloise. Et justement, quels sont-ils ? Il y a eu quoi depuis ? Dans la mutation des changements de la métropole lilloise. Alors, quelque part, je pense que le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'époque a été fortement inspiré par ce qu'on avait appelé la banane olympique. Ça formait une banane depuis Tourcoing en passant par Lille et en repartant vers Villeneuve-d'Ascq. Et d'ailleurs, dans le projet initial, c'est un clin d'œil de l'histoire, le stade olympique n'était pas loin du grand stade tel qu'il est installé aujourd'hui, si je ne m'abuse. Donc c'est assez marrant de voir ça. Maintenant, les infrastructures, c'est une chose, ça ne suffit pas. Je pense que quelque part, tout ça s'est fait au moment où la métropole se constituait autour de Lille. C'était plus Lille et Roubaix et Tourcoing, c'était Lille qui servait de référence. C'était le moment où le choix avait été fait du passage du TGV par Lille. C'était au moment où on se disait on est un hub incontournable parce qu'on est entre Londres, Paris et Bruxelles, et que de ce fait, ça, c'était une réalité d'aménagement de territoire. Il fallait donc apporter, avec l'aménagement du territoire, des idées. Le comité Grand Lille n'a rien été d'autre qu'un lieu d'idées, où on a lancé des idées, il y en a qui sont tombées par terre, ça fait pchit. Ou alors, on a fait en sorte que d'autres idées puissent émerger. Savez-vous? Non, vous ne le savez pas, je ne vous l'ai pas dit dans la préparation. Savez-vous que lorsque nous avons lancé en décembre 1994 à Lille-Grand-Palais, Palais du Grand Lille, le comité, que nous avons présenté à 1500 personnes la charte qui nous régit en quelque sorte, c'est le seul règlement, eh bien nous avons à 7 minutes d'intervalle parlé du projet olympique et du projet de capitale européenne de la culture. Simplement, à l'époque, il n'y avait pas de date et pas d'échéance pour le Lille capitale européenne de la culture. Le projet olympique a un peu occulté le reste. Tout ça, quand vous racontez cette histoire à droite ou à gauche, et je l'ai fait beaucoup en France, on vous regarde avec des grands yeux en disant vous êtes complètement fêlés. Pourquoi avez-vous osé faire un truc aussi improbable? Eh bien, parce qu'il fallait oser. En plus, on avait la nécessité d'oser, parce que la fin des années 80, c'était aussi la fin des années des grandes paroisses du textile. Où sommes-nous ici? Bon, eh bien, c'était la fin de ces grands conglomérats de la production industrielle. C'était le moment où certains producteurs devenaient de très très grands distributeurs ou de très grands succursalistes, n'est-ce pas, Vianney? Et puis, en l'occurrence, eh bien, nous avions cette opportunité d'accompagner le mouvement. Il suffisait d'y apporter un peu de matière grise appropriable par tous. Personne ne peut revendiquer l'idée originelle des JO en disant c'est mon idée, c'est notre idée. Voilà. Une histoire d'équipe, de groupe, d'idées qui circulent, qui viennent, qui vont et qui restent. La capitale européenne de la culture qui a quand même drainé près de 9 millions de visiteurs à Lille, qui a permis aussi de faire rayonner Lille et sa métropole. Ah là, c'est incontestablement un succès phénoménal parce que nous avions été étudiés avec le comité, nous avions été voir, par exemple, à Glasgow, comment s'était passé le projet de l'année culturelle en 90. Premier des voyages du comité Grand Lille, on est allé en 99.
On a compris que c'était un boulot absolument considérable, mais on a compris aussi qu'on avait tellement de capacités d'innovation qu'on serait capable de faire de cette année-là quelque chose d'unique. Donc le groupe initial qui a dit il faut aller sur ce projet de capitale culturelle a amené juste ce qu'il fallait à l'Union européenne comme document pour prouver son sérieux. Mais si je vous dis aujourd'hui dans les anecdotes que le document qu'on a présenté à l'Union européenne au moment où on a déposé notre candidature ne faisait que 36 pages, le document de Rotterdam pour 2001 faisait 1200 pages. Donc ça prouve que la dynamique qu'on avait impulsée a séduit. Ça a marché. Comme quoi, il ne faut pas forcément remplir des dossiers pour réussir. En France, on remplit souvent beaucoup trop de dossiers. Bon, voilà. Et maintenant, la réalité de l'année culturelle, ça a été la prise en main par une équipe opérationnelle derrière Didier Fusilier, qui avait été sollicitée par Martine Aubry. Donc, de ce fait, ça a été une opération qui a été accompagnée en surveillance par les initiateurs, mais complètement produite par un outil technique qui s'appelle maintenant l'île 3000. Alors, puisque nous sommes ici dans Osons la France, qu'est-ce qu'il faudrait oser pour la suite ? Bien, il faudrait continuer d'oser. Bon, alors en quelque sorte, les héros sont fatigués. Je ne dis pas là que ceux qui ont initié Ouais, non, vous avez plein d'énergie. Oui, si on veut. Les héros sont fatigués, non. C'est-à-dire globalement, il y a un fait générationnel. Et qu'au fond, aujourd'hui, ma préoccupation principale, c'est d'arriver à communiquer l'enthousiasme qui a été le nôtre. Il y a tellement de jeunes dans la salle que j'aimerais leur communiquer notre enthousiasme, et pas mon enthousiasme. C'est dire en sorte, on s'est pris en main à un moment donné pour développer un truc complètement fou, parce qu'on considérait que pour faire évoluer un territoire, pour le coup, il faut que la société civile s'implique un peu plus. Ça a été le cas, mais ça a été le cas, rappelez-vous, dans une période où le Internet n'était pas développé, où on a vu arriver Internet, où on n'était pas sur nos BlackBerry en permanence. On n'était pas la génération Y. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de faire passer cette passion à une génération qui est complètement zappeuse, qui va d'un sujet à un autre, qui s'intéresse à tous les sujets, mais qui à un moment donné dira j'arrête tout de suite parce que ce soir j'ai ma copine, demain soir j'ai une fête, et puis je pars en vacances la semaine prochaine. Donc c'est un peu difficile de transmettre une passion et de dire il faut vous en occuper. On entend oui, on va s'en occuper, mais c'est pas si évident que ça lorsqu'on est un petit peu... Alors, qu'est-ce que vous aimeriez ? Alors, aujourd'hui, je travaille avec d'autres, évidemment, on travaille à plusieurs sur un projet qui consiste à dire nous allons recréer les conditions du succès. Et pour recréer les conditions du succès, on va lancer une espèce de centre de perfectionnement des affaires de la cité. Nous l'avions déjà tenté du temps du siècle dernier, c'est-à-dire une opération qu'on avait appelée Émergence Grand Lille, où on s'adressait à des jeunes de 25 à 35 ans en leur disant on va vous communiquer notre passion et puis vous allez ensuite être livrés à vous-même pour nous transmettre vos projets. C'est une formule qui a été un demi-succès ou un demi-échec, parce qu'on n'a pas suivi véritablement ce qui s'était passé après les sessions de formation qui duraient 3 jours. Là, l'idée, c'est de dire on part sur une session qui pourrait durer 9 mois et avec un suivi permanent et en mettant plutôt, cette fois-ci, des 32-45 ans en position d'activité et de responsabilité dans la cité, de manière à ce que, se mélangeant les uns aux autres, ils puissent être producteurs de projets à l'issue d'une session de 9 mois. C'est quand même de l'investissement personnel. C'est de l'investissement qu'on fait à MBA, c'est de l'investissement qu'on fait à un CPA, parce que le CPA, ça existe, et c'est du co-investissement, parce que ça voudrait dire qu'on y prendrait une partie de son week-end en travaillant le samedi matin sur son temps libre. Donc ce projet, je le développe avec des amis, avec le soutien, et c'est pas rien, de l'Institut des hautes études d'aménagement du territoire, qui est une initiative qui a maintenant 10 ans d'âge. Alors pour celles et ceux qui seraient intéressés, qui ont plein de projets dans la tête et qui voudraient vous rencontrer, déjà ici. Et sinon ? Déjà ici. Mais à parler franchement, moi je ne suis que le porte-parole. J'ai cité Bruno, sans lequel rien ne se serait fait, mais j'aurais dû citer 57 300 personnes. Bon. En l'occurrence, actuellement, le comité Grand Lille est animé par quelqu'un identifié, qui m'a suivi dans cette fonction, qui s'appelle Thierry Lepers. On le trouve à la Cité des Échanges à Marc-en-Barœul. Et c'est Thierry qui est finalement le lieu de connexion ou d'interconnexion de cet ensemble. Enfin, moi, je suis joignable. Hein. J'ai un mail comme n'importe qui peut s'afficher sur l'écran. C'est maxence.brachet@orange.fr. Je garde le mien perso puisque je parle d'un système désinstitutionnalisé. Alors, je terminerai par une image parce qu'elle m'est revenue ce matin en me rasant. C'est l'image du bourdon.
Le bourdon, un jour, on m'a expliqué que le bourdon, avec ses contraintes, ses petites ailes, son gros corps, etc., ben, il ne pouvait pas voler. Physiquement, il ne peut pas voler. Mais pourquoi vole-t-il? Ben, tout simplement parce qu'il ne sait pas qu'il ne peut pas voler. Voilà. J'ai la même avec la grenouille qui continuait parce qu'elle était sourde. On lui disait arrête, arrête, et elle a continué, mais elle a été sourde. Merci beaucoup, Maxence Brachet.